Dialogue et interview niveau A2 et B1. Dialogue et interview niveau A2 et B1. Dialogues and interviews level A2 and B1. Dialogues and interviews level A2 and B1. Je me suis rendu au siège à Paris de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, où se réunit une assemblée extrêmement sympathique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un atelier ou une sorte de laboratoire de langue, Lingua Libre, qui essaye de collecter un certain nombre de mots et d'expressions qu'on utilise en français, mais pas forcément en France. Lingua Libre, donc, à l'Organisation internationale de la francophonie. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire ? Oui, bien sûr. Donc en fait, le projet Lingua Libre a été initié par l'association Wikimedia France, donc qui soutient le développement de Wikipédia. Wikipédia est peut-être un symbole de la francophonie, puisque il n'y a qu'une seule version de Wikipédia en français. Et les contributeurs viennent absolument de partout, du Canada, d'Afrique, de Suisse, de Belgique, voilà. Et donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un souci, un manque de son sur Wikipédia. C'est quelque chose encore de très littéraire. Et donc, voilà, l'idée de ce projet, c'est que chacun de chez soi, à partir d'un site web, tout simplement, peut donner sa voix en partageant des mots, des expressions, des locutions, voilà, tout ce que l'on souhaite. Et tout cela, toute cette collecte servira à documenter, illustrer Wikipédia et les projets frères. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre origine ? Je suis belge et je fais beaucoup d'efforts pour avoir un français de France. Mais si pourquoi vous faites des efforts pour avoir un français de France ? Parce que vous travaillez en France actuellement ? Parce que si je me mets à parler comme chez moi, ça va être compliqué à comprendre. Non, mais c'est ça qu'on cherche justement, que ici, justement à l'OIF, à cette organisation de la francophonie, un Belge puisse se sentir chez lui et parler peut-être comme en Belgique. Ça ne sera pas toujours compréhensible. Hein. Mais compréhensible pour qui ? Écoute, j'ai un bel exemple. Je ne sais plus ouvrir la porte. Ça, c'est une expression, mais c'est typiquement belge, ça nous fait repérer très rapidement, parce que je ne sais plus ouvrir la porte. Quand vous dites ça à un Français, il vous regarde vraiment bizarrement en disant, mais il lui manque des neurones ou quoi ? Non, je ne suis pas en mesure d'ouvrir la porte. Hein, c'est un peu comme quand on dit, en France par exemple, je ne savais plus comment je m'appelais. C'est à peu près ça. Vous, par exemple, je crois que vous êtes québécois. Je me hasarde à dire ça, est-ce que je me trompe ? Oui, effectivement, Nicolas, je suis canadien, québécois, montréalais, voilà, donc plusieurs origines. Et j'ai une phrase pour vous, donc je me lance. Voilà, c'est Tigidou, je m'en vais caler l'orignal à cette heure. C'est Tigidou ? C'est Tigidou, c'est-à-dire c'est super, c'est génial. Et par contre, il y a beaucoup de contractions. Donc, quand on dit « je m'en vais », c'est « je m'en vais ». Donc, il y a une contraction lexicale. Et puis, à cette heure, c'est une contraction aussi de « à cette heure » maintenant. Donc, Mais ça, c'est une expression tout à fait québécoise. « À cette heure » qui veut dire quoi ? Maintenant. On dit ça aussi en Wallonie, mais on dit plutôt, je pense, « à cette heure ». Je vais faire ça à cette heure. Il y a une différence entre « à cette heure » et « à cette heure ». Et oui, c'est là qu'on voit la différence entre la Wallonie et le Québec. Transformer le brouillard en eau dans les régions qui en manquent, c'est étonnant, mais c'est possible grâce à des filets de plusieurs mètres de haut posés en altitude. C'est le pari relevé par une association marocaine dans le sud-ouest du pays, Charlie. Oui, plus précisément dans la région de Sidi Ifni. Alors c'est une région semi-aride, proche de l'océan Atlantique. Et là-bas, il faut parcourir plusieurs kilomètres avant de pouvoir trouver une source d'eau. Mais la région dispose bien d'une ressource, un atout qui était peut-être jusque-là sous-estimé, le brouillard. Et oui, elle vit dans le brouillard plus de la moitié de l'année. Alors pourquoi ne pas capturer ce brouillard, cette brume, pour en faire de l'eau potable ? Eh bien, c'est l'idée d'une association, l'association d'Arcimate pour le développement, l'éducation et la culture, qui a décidé donc de se lancer dans cette collecte inédite. En 2011, elle installe ses premiers filets à brouillard, comme on les appelle, au sommet d'une montagne de la région. Et c'est le président de l'association, Aïssa Derem, qui nous raconte comment l'idée lui est venue. J'avais entendu parler d'expériences qu'on faisait au Chili pour ramasser de l'eau. Mais en retournant dans le village de mes parents, j'ai entendu dire que au-dessus de notre village, il y a une montagne qui a fait à peu près 1225 mètres, Boutmesguida. C'est là où on a fait l'expérience plus tard. Les expériences existent déjà en Afrique du Sud depuis le début du XXe siècle. Mais surtout, je pense au Chili, à partir des années 60-80, les gens ont commencé à réellement penser à ça. L'idée, ça consiste simplement à mettre, comme dans un terrain de volley-ball,
Vous avez 2 piquets et entre les deux, il y a un filet. Et donc le brouillard passe à travers ce filet et au-dessous du filet, il y a comme une rigole qui ramasse cette eau, qui descend goutte à goutte. Et les canalisations à ce moment-là ramassent cette eau-là et vous l'amenez là où vous voulez l'utiliser. Et c'est une eau qui est pratiquement de l'eau distillée, qui est très très pure. Et cette eau, on la minéralise en rajoutant de l'eau d'un puits. Et là, elle descend directement dans les citernes et puis elle sert les villages. Nous avons à peu près 5 villages et donc on sert 300 jusqu'à 400 personnes. Dans le quartier de Barbès, j'avais un beau livre de portraits politiques que je ne voulais pas moi-même et j'ai fait ce que je fais fréquemment, j'ai déposé ce livre bien en vue sur un bord de trottoir en espérant que très rapidement quelqu'un l'adopte et que ce livre trouve son propriétaire. Et comme pour moi c'est pas un acte répréhensible, j'ai pas pensé à regarder autour de moi avant de le faire et il se trouve que 10 mètres plus loin il y avait une dizaine de policiers municipaux qui étaient en opération spéciale, zéro incivilité, zéro indulgence dans ce quartier-là. Et donc l'un d'entre eux m'a interpellée en me demandant si c'était moi qui venais de poser le livre, ce que je n'ai pas nié puisque pour moi c'est presque un acte citoyen de faire ça. Et c'est là qu'il m'a expliqué que c'était interdit, que c'était un dépôt illégal et que donc j'allais être verbalisée. Donc il a dressé le procès verbal, il a pris le livre en photo comme preuve de l'infraction. Et vous avez reçu donc la contravention quelques jours plus tard, une dizaine de jours plus tard, j'ai reçu une contravention de 68 €. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Un peu de sidération et puis un peu de... comment dire ? Un peu de sidération et le fait qu'on touche à la libre circulation d'un livre et qu'on confonde culture, ordure. Et je trouvais ça assez ubuesque en fait, assez symptomatique de notre époque où le fait qu'on essaye de tout cadrer, d'appliquer la loi avec zèle, on en perd son bon sens. On en perd son bon sens et on oublie que finalement, c'est juste une envie de partager et que autant un livre, il ne va pas mettre plus de 5 minutes quand il est beau, neuf et de bonne qualité à disparaître, alors que ça ne viendrait jamais à l'idée d'adopter un tas d'ordures qui est resté dans la rue. Alors qu'un livre, en général, les gens sont très contents d'en trouver un, très étonnés et de l'adopter. France Bleu. On m'a offert un très beau livre de photos de Bettina Reims. Qui est-ce ? Une photographe française. Et qu'est-ce qu'elle fait comme style de photo ? Elle a fait beaucoup de portraits de stars françaises dans des décors surprenants, dans le genre photo de mode. Je ne connais pas. Moi, comme photographe contemporaine française, j'aime bien Sophie Calle. Je la trouve drôle. Et ce qui me plaît dans son travail, c'est qu'elle met sa vie en scène, elle écrit et elle photographie. La semaine dernière, j'ai lu un de ses livres que j'avais acheté la semaine précédente à une exposition. À la librairie du musée, j'avais envie d'acheter des tas de livres. Mais c'est très cher. J'aurais regretté le lendemain. Et l'exposition, elle était intéressante ? J'ai adoré. Il y avait surtout des photos de Raymond Depardon. Lui, il a des choses à dire sur le monde contemporain. C'est émouvant, humain. Et j'aime ces photos prises sur le vif, dans la rue, comme si on voyait le mouvement. L'inventeur de l'instantané, c'est Henri Cartier-Bresson. C'est vrai. Un homme génial. Un des créateurs de l'agence Magnum. Quand l'agence a-t-elle été créée ? Dans les années 40, après la guerre, je crois. Lui, il avait vraiment du talent. Il a eu une carrière étonnante. Ses photos sont magnifiques. À mon avis, c'est le meilleur photographe du XXe siècle. Autrefois, la photographie était plus impressionnante. Comme tu es nostalgique. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a de très bons photographes. Tu as toi-même parlé de Depardon et de Sophie Calle. Mais si tu veux voir des photographies du XXe siècle, d'ici quelque temps, je crois qu'ils vont faire une exposition sur Jacques-Henri Lartigue. Ça te plairait d'aller la voir avec moi ? J'en ai entendu parler. Je crois que ce sera vers le mois de mars ou avril. J'aime moins que Cartier-Bresson, mais j'apprécie tout de même. C'est plus romantique. C'est vrai. Ce qui m'intéresse personnellement dans ces photos, c'est qu'elles racontent une histoire du XXe siècle. Alors, c'est d'accord ? Dès que ça commence, on va voir cette exposition ensemble ? Ça marche. Hey, salut Agnès. Bonjour Marco, comment vas-tu ?
Super, je n'ai rien fait ce week-end et ça m'a fait beaucoup de bien. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, figure-toi que je suis allée au salon du jeu vidéo. Hein? Mais ce n'est pas du tout ton truc. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? En fait, j'ai accompagné mon neveu avec qui j'organise des jeux de rôle. Il voulait absolument voir les nouveaux jeux de stratégie. Mais tu sais que j'ai découvert des jeux extraordinaires. Quoi? Tu vas devenir accro à ces jeux pour adolescents? Non, je ne te parle pas des jeux habituels. Tu connaissais les jeux sérieux, toi? Non, ça ne me dit rien. Eh bien, toi qui es prof, ça pourrait t'intéresser. Explique-moi un peu. Alors, un jeu sérieux, c'est un jeu vidéo grâce auquel on peut apprendre des choses ou développer des compétences. C'est un jeu à la fois ludique et pédagogique. Non, ça m'a l'air intéressant. Et qu'est-ce que tu peux apprendre, par exemple? Bon, je ne me souviens pas de tout. Il y avait vraiment beaucoup de jeux. Dans le domaine de l'histoire, j'ai essayé Vivre au temps des châteaux forts. C'est un jeu dans lequel les étudiants découvrent le Moyen-Âge. Ils peuvent apprendre des choses sur le mode de vie des paysans et des seigneurs, la musique et l'architecture médiévale. Celui-ci m'a vraiment plu. Les images sont très belles et il y a beaucoup de choses à explorer. C'est vraiment étonnant. Il faudrait que je me renseigne. Mais tu crois que ça peut marcher pour des cours à l'université? Écoute, c'est incroyable. Mais avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, il y a même des simulateurs pour les étudiants en médecine. Ils peuvent simuler une opération chirurgicale dans un environnement reconstitué en 3D. Mais ce sont des jeux pour lesquels il faut un dispositif assez important, non? Oui et non. Il faut déjà un casque de réalité virtuelle. Et comment c'est? Tu t'y crois vraiment? Au début, ça fait vraiment bizarre. Ça donne même le vertige, mais on s'habitue. De toute façon, la technique devrait progresser. Ça va devenir de plus en plus élaboré dans les années à venir. À mon avis, c'est le futur de l'apprentissage. Priorité santé sur RFI. Bonjour Dr Sen. Bonjour Sandrine. Alors vous nous conseillez souvent de faire une activité physique ou sportive, c'est normal, c'est votre boulot. Et en ce début d'année, nombreux sont nos auditeurs à avoir de bonnes résolutions. C'est vrai, on veut faire du sport, mais pouvez-vous nous dire comment bien choisir son sport quand on débute par exemple, et d'abord les erreurs à éviter? Eh bien Sandrine, il faut d'abord se faire plaisir. Bon, ça sert à rien de se forcer lorsqu'on va faire du sport. Il faut essayer d'y aller d'un bon entrain parce que c'est la meilleure façon de tenir en fait sur la longueur, de faire que ces séances vont pouvoir se répéter. Donc la première chose, c'est la notion de plaisir. Et puis il faut pas se presser lorsqu'on va choisir ces séances parce que il faut pas hésiter plusieurs fois par semaine à faire différentes séances comme du vélo, de la marche, de la natation, des exercices au sol parce que évidemment quelquefois on va s'engager, on va prendre des abonnements et puis 3 mois après on se rend compte que c'est pas le sport qu'on souhaitait faire. On est tous passés par là. Voilà. Alors bien se renseigner sur le coût, bien sûr, sur le coût notamment de l'activité sportive. Certaines fois, ça nécessite de l'achat de matériel ou d'équipements relativement onéreux. Et là, quelquefois, il y a quand même des clubs qui permettent de prêter ce matériel. Et à ce moment-là, c'est tout à fait intéressant. Et puis, pour les salles de sport, il y a quelquefois, faut pas hésiter à prendre 1 ou 2 mois d'abonnement. Regarder et puis choisir, évidemment, de prendre des inscriptions au bout de 3 ou 4 mois. Donc, il faut tester et choisir en fonction de ses goûts, tant qu'à faire. Absolument, en fonction de ses goûts. Si vous aimez, par exemple, faire du sport en groupe, il y a les sports collectifs, le foot, le volley, le handball qui peut être fait. Si vous préférez être seul, le vélo, la marche à pied, la natation est tout à fait intéressant. Les sports d'intérieur, alors là, ça peut être des sports collectifs ou des sports individuels. Et puis, évidemment, si vous aimez la nature, la course d'orientation, la randonnée, la marche, on parlait de la marche et le vélo, sont des très très bons sports. Bonsoir Georges Aoun. Bonsoir Bénédicte. On va parler santé avec vous. Vous êtes à la tête de Concilio. Vous permettez une mise en relation rapide avec les meilleurs spécialistes médicaux. De quel constat êtes-vous parti ? Nous sommes partis du constat qu'un utilisateur aujourd'hui est perdu. Quand on a un problème de santé, quand on se retrouve confronté à une maladie, on ne sait pas comment accéder aux soins. Et on n'a pas quelqu'un qui puisse nous aider. C'est-à-dire un médecin, le médecin généraliste ? Un médecin proche qui, justement, quand vous avez un problème, vous l'appelez, il vous dira 2 secondes, je vais prendre mon téléphone, appeler mes anciens collègues et vous trouvez le bon spécialiste le moment venu. Mais il faut connaître quelqu'un. Il faut avoir un proche dans la famille qui a fait des études de médecine. Notre objectif, c'est de démocratiser cet accès.
Je voudrais un stomatologue, je voudrais un ORL. Je voudrais un cardiologue, je voudrais un orthopédiste. Moi, je sais que jusqu'à aujourd'hui, j'aurais eu tendance à appeler mon médecin traitant. La problématique n'est pas tellement d'appeler ou pas le médecin traitant. La problématique, c'est qu'une fois, par exemple, j'ai déjà une maladie, comment je fais aujourd'hui pour m'assurer que j'ai l'accès au meilleur de la santé à un moment donné. Alors, qu'est-ce que vous avez de plus, donc qu'un simple annuaire ou qu'une simple plateforme de rendez-vous ? Tous nos médecins, tous ceux qui sont présents dans notre base de données, ont été sélectionnés parce qu'ils ont été recommandés par d'autres médecins. Nous sommes partis du constat que seuls les médecins savent qu'un médecin est compétent dans un domaine donné à un moment donné. Donc on part de ce réseau de médecins et on fait en sorte de façon complètement anonyme d'obtenir une base mondiale de médecins. On en a plus de 15 000 aujourd'hui dans 1000 villes, 50 pays. Donc vous avez sélectionné ces médecins. Est-ce que vous avez un lien financier avec ces médecins ? Nous n'avons aucun lien financier avec les médecins. Nous sommes résolument du côté des utilisateurs. Nous avons la crédibilité, c'est justement, vous êtes utilisateur, votre entreprise, votre mutuelle, votre programme de fidélité vous a permis d'accéder à ce service. Les médecins nous connaissent parce que nous les avons informés qu'ils sont dans notre base, mais nous n'avons aucun lien avec eux. RTL. Elisabeth, je le disais ce matin, vous nous parlez de loisirs, du temps pris pour soi, et c'est une étude réalisée dans 22 pays et qui, en ce qui concerne la France, va à l'encontre de pas mal le cliché. Eh bien, effectivement, on pense les Français un peu cossards, fainéants, aptes à se la couler douce. Cossard, c'est un beau terme, c'est un très bel adjectif. Eh bien, pas du tout, nous ne consacrons qu'un peu plus de 16 heures par semaine à nos loisirs, que ce soit un cinéma entre amis, un petit tennis, une sortie en famille. C'est assez peu, sachant que la moyenne mondiale est de 21 heures par semaine. On est très en dessous là. Nous sommes très en dessous. Pour avoir une idée du classement, sachez que ce sont les Danois avec 33 heures en moyenne de loisirs par semaine qui sont en tête. Et la Bolivie, loin derrière, avec seulement 12 heures. Donc on fait à peine mieux que les Boliviens, si je suis bien. Qu'est-ce que ça nous dit de nous, ce classement, Elisabeth ? Deux choses. D'abord, une qui est plutôt positive, pourrait-on dire, c'est que les Français sont des bosseurs et qu'ils ne lésinent pas à la tâche. Il y a peut-être aussi une histoire de rythme. La version moins glamour, c'est ce que ça dit de la vie moderne hyperactive dont nous n'arrivons pas à nous protéger et qui porte atteinte à notre bien-être. Car au Danemark, on sait travailler, n'en doutez pas, mais on sait peut-être surtout mieux travailler. En France, ça manque un peu de sérénité, de capacité à assumer ses choix et de ne pas faire de présentéisme inutile au travail le soir, ce qui nous caractérise bien. Et il y a un aspect un petit peu, pourrait-on dire, infantile dans notre rapport au travail. Et Elisabeth, quelles sont les conséquences de ce rapport français au travail ? Eh bien, en France, par exemple, cette étude, Mortar Research, fait apparaître que près d'un parent sur deux n'a pas accompagné son enfant jouer au parc pendant l'année écoulée. Cela a forcément un impact sur notre vie personnelle. Et les deux populations les plus concernées sont les plus jeunes qui entrent dans la vie active et qui doivent en faire 2 fois plus pour prouver qu'ils sont bien à la hauteur de leur travail, ainsi que les femmes encore trop accaparées par d'autres tâches et qui doivent rogner encore sur leur temps de loisir. Europe 1. Vous connaissiez le coworking, voici maintenant le co-homing. Le coworking, ce sont ces gens qui partagent un lieu pour travailler à la journée. Le co-homing, Philippe Duport, ce sont des particuliers qui accueillent d'autres travailleurs chez eux. Et le co-homing a même son festival qui démarre aujourd'hui. Alors on ne va pas se mentir, c'est encore très modeste. Il y a un site en France qui propose ce service, mais quand même 3500 inscrits dans 11 villes. Le principe est simple, vous l'avez dit, si on travaille tout seul chez soi et qu'on en a assez de l'isolement, qui n'est pas très bon pour la motivation et la créativité, eh bien on peut inviter, moyennant contribution, 1 ou 2 autres travailleurs indépendants à venir installer leur ordi sur un coin de table. L'idée n'est pas de fournir un bureau indépendant et une salle de réunion, mais juste une multiprise et de transformer son salon en mini open space avec wifi, café, thé et petits gâteaux. C'est pas très propice à la concentration tout ça. C'est ce que l'on peut craindre, que l'exiguïté des appartements à Paris en particulier ne permette pas de travailler au calme, mais il existe une étiquette sur Co-Home, le site qui propose ce service. On peut choisir son co-homing selon le niveau de blabla désiré, un peu de blabla ou beaucoup de blabla. L'hôte propose généralement des places de travail concentrées et des pauses, y compris une pause déjeuner. Quant au coup de fil, il se passe en général dans la cuisine. Et c'est payant ?
Oui, mais c'est pas cher. 11 € par mois, dont 1 € va au site. C'est 2 fois moins cher que dans un espace de coworking classique. Mais le grand intérêt, c'est évidemment de rencontrer des gens, d'échanger sur son projet, de partager des contacts, de faire du réseau. Ça marche d'ailleurs bien pour les tout jeunes entrepreneurs et les freelances. On trouve aussi des étudiants et des chômeurs. À noter que le paiement se fait par carte bancaire et que ça comprend une assurance au cas où la tasse de café du voisin se renverse sur l'ordinateur tout neuf. C'est mon boulot, à demain Philippe Duport. France Info. France Info. La semaine de la presse et des médias à l'école débute aujourd'hui, des médias parfois pointés du doigt. On l'a vu ces derniers temps lors de la campagne présidentielle aux États-Unis, mais aussi en France. L'une des critiques qui revient, c'est que la presse relayerait de fausses informations. Ça interroge Valentin, Romain et Raphaël. En 5e, dans un collège du 13e arrondissement de Paris, ce sont nos intervieweurs du jour dans France Info Junior avec Un jour une actu. Ils sont au micro d'Estelle Faure et pour leur répondre, Eric Kervellec. Bonjour Eric. Bonjour. Directeur de la rédaction de France Info. C'est Romain qui se lance le premier. Comment est-ce qu'on peut savoir si une information est vraie ou fausse ? En la vérifiant, je pense que c'est l'essentiel, et d'ailleurs c'est la base de notre métier de journaliste. C'est ce qui fait la crédibilité d'un média par rapport à un autre finalement. Alors c'est tellement important de vérifier qu'ici à France Info, on a même décidé de constituer une équipe de journalistes spécialisés dans la vérification. Ils sont une douzaine, et leur mission numéro 1, c'est de trouver des sources qui accréditent la véracité d'un fait. C'est une agence interne de vérification, on l'appelle comme ça d'ailleurs, entre nous. Alors ils ont la pression, ces journalistes, car on ne délivre pas une information sur France Info tant que l'agence n'a pas donné son feu vert. Est-ce que ça arrive souvent que des journalistes se trompent, qu'ils font des erreurs et que ça passe quand même ? Oui, ça arrive. Et la plupart du temps, les journalistes qui se trompent sont de bonne foi. Pour limiter le risque de se tromper, 1, il faut donc vérifier ce que l'on dit. 2, il faut multiplier les sources d'informations sur le même sujet. Je prends un exemple. Si 2 témoins d'un événement rapportent des faits différents, attention, danger. Alors, s'ils disent la même chose, ces 2 témoins, c'est un bon début. Mais s'il y a 3 ou 4 témoins, c'est encore mieux. Donc, il faut multiplier les sources, recouper les sources. Et puis après, il peut y avoir aussi des erreurs humaines, parfois. D'interprétation, d'approximation. De nuances sur les mots. Voilà. Tout à fait. Ça peut aussi jouer parfois dans les informations qu'on relaie à l'antenne qui ne sont pas aussi précises qu'on le souhaiterait. France Info. Nous sommes samedi et le samedi, Florent, nous avons rendez-vous avec le mot de la semaine d'Yvan Amar. Et ce soir, Yvan revient sur l'origine du mot presse, la presse écrite qui se porte un peu mieux en France. Yvan Amar. Bonne nouvelle pour la presse française qui va mieux, notamment la presse quotidienne nationale, c'est-à-dire les grands journaux qui paraissent tous les jours et sont diffusés, sont achetés partout en France. Alors, quand on parle de presse dans cette information, on redonne au mot son premier sens, qui vient de presser, c'est-à-dire appuyer fortement. Alors, on utilise le mot pour des appareils divers, un presse-citron ou un pressoir à raisin, mais aussi une presse à imprimer, puisqu'il faut fortement appuyer, faire pression sur les caractères d'imprimerie pour que l'encre laisse sa trace sur le papier. C'est le premier système qu'on a utilisé. Alors, le mot a été associé à une activité quotidienne assez vite, et dès le début du XVIIIe siècle, la presse a désigné le nombre de feuilles qu'un imprimeur pouvait tirer chaque jour. Et donc, le mot s'est séparé assez vite de l'activité du livre pour s'associer à l'activité du journal uniquement, c'est-à-dire d'une publication qui sort tous les jours, journal. Et le mot presse est, depuis cette époque, très lié à toutes les parutions périodiques et très associé à une idée d'information. Alors, quand d'autres formes sont apparues, on a gardé le mot. On a parlé de presse radiophonique et même de journal radiophonique, bien que ce journal soit plus que journalier. On a le journal du matin, du soir, de la nuit. Et quand l'image est arrivée, on a aussi parlé de presse audiovisuelle. C'est bien la preuve qu'on avait tout à fait oublié dans l'usage courant l'origine de ce mot presse. RFI. Des souris et des hommes. Jean Pouli. Et pour la dernière chronique de la saison, on retrouve Jean Pouli. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Et vous allez nous parler aujourd'hui de l'infobésité. Serait-ce le nouveau mal du siècle ?
Écoutez, ce néologisme qui nous vient du Québec, en fait, résume assez bien une situation que la plupart de nos contemporains connectés vivent chaque jour. Sentiment d'être débordés, voire submergés par l'information, de subir un flot continu d'emails, de SMS, d'appels, de notifications dans les réseaux sociaux, sur son ordinateur, mais aussi sur son smartphone, à son bureau, et puis chez soi. Alors, depuis la démocratisation d'Internet, ces canaux d'information se sont multipliés, et ils s'ajoutent aux autres moyens d'information que sont la presse écrite, les radios et la télévision. Alors, faut-il être d'accord avec la devise selon laquelle trop d'informations tue l'information, ou bien faut-il s'interroger sur la manière de gérer cette nouvelle réalité, et donc sur notre façon de vivre dans cette société qui devient hyper connectée. Et du coup, quelles sont les principales conséquences de cela dans notre rapport à l'information ? Écoutez, cette surinformation a d'abord pour conséquence de nous donner de véritables indigestions. L'information est trop importante, mais trop rapide pour que nous puissions la digérer, la traiter, la comprendre et la mettre en perspective. On parle d'hyper-choix. Cette information pléthorique, permise par le numérique, contribue aussi à abolir la hiérarchisation des informations. Tout est mis à plat, de façon horizontale. Une information chasse l'autre et on arrive même parfois à une sorte d'hystérisation de l'information avec l'exemple des chaînes d'information continue et des fils d'information Twitter qui favorisent un traitement très superficielle de l'information, quand on sait que 60% des utilisateurs de Twitter, justement, relaient des articles qu'ils n'ont même pas lus. RCF. Bienvenue chez nos cousins québécois. Il paraît que c'est le peuple le moins déprimé de la Terre. Mais attention, en y allant, vous courez le risque de ne pas vouloir rentrer. C'est ce qui est arrivé à Sarah Milis. Bonjour Sarah. Bonjour Adrien. Est-ce que, quand on débarque à Montréal, d'abord, c'est facile de s'intégrer et d'autre part, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre votre nouveau pays, le Québec, le Canada et puis la Belgique? C'est facile de s'intégrer parce qu'au final, on parle la même langue et on a une culture vraiment proche. Et puis, en même temps, il y a tout ce qui est juste tous ces petits aspects qui sont pas pareils et qui sont déboussolants, comme par exemple les feux de signalisation, ou les gens qui sont très sages aux arrêts d'autobus, ou tout le monde qui tutoie tout le monde. Ou même à l'UNIF, parce que vous êtes prof à l'UNIF, vos élèves vous tutoient? Oui, même à l'université. Oui, en fait, ça a été encore plus déboussolant quand moi je suis arrivée comme en tant qu'élève à l'université, parce que j'arrivais d'un système où depuis toujours, j'avais vouvoyé tout le monde. Et puis à l'université, quand je vouvoyais les professeurs, ils me demandaient gentiment d'arrêter ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Donc c'était un peu déstabilisant pour moi d'arriver à ce niveau de familiarité avec mes professeurs. Mais au final, ça se fait très bien. Et puis maintenant, en tant que professeur, quand les élèves me vouvoient, j'ai l'impression qu'ils pensent que j'ai 65 ans. Alors, vous allez aussi pouvoir nous confirmer que c'est la mentalité américaine, on peut se tromper, et un échec, c'est pas forcément négatif, Sarah? Absolument. Dans le fond, moi, j'avais pas réalisé quand je suis venue étudier ici que j'allais à ce point aimer les études. J'ai toujours pensé que j'étais pas quelqu'un de fait pour étudier. J'ai toujours pensé que les études, c'était plus... fallait passer à travers pour pouvoir travailler après. Mais voilà que je suis devenue professeure et que je reste dans le milieu des études, c'est que j'aurais jamais pensé ça. RTBF. Vanuatu est un des pays où les habitants sont les plus heureux au monde. L'Université Sussex et la Fondation pour une nouvelle économie en sont venus à cette conclusion en étudiant l'indice du bien-être durable. Vanuatu est un petit État du Pacifique Sud où le français a le statut de langue officielle. C'est aussi un territoire considéré comme un pays en voie de développement. Et pourquoi les Vanuatais arrivent en tête du classement des gens heureux, loin devant des sociétés dites développées comme la France et le Canada? Les Vanuatais vivent dans un milieu naturel d'une beauté exceptionnelle. On y retrouve entre autres une végétation luxuriante et de l'eau immaculée qu'ils ont su préserver et apprécier. Les Vanuatais vénèrent et vivent en harmonie avec cette nature généreuse et leur mode de vie laisse une faible empreinte écologique. Les Vanuatais seraient heureux, entre autres, car ils savent se satisfaire avec peu. Par ailleurs,
ces insulaires du Pacifique accordent beaucoup d'importance à la vie communautaire, familiale et sociale. Les familles étendues et les communautés se rassemblent régulièrement pour des célébrations historiques, familiales ou spirituelles. À Vanuatu, il y a toujours une fête, des danses et de la musique quelque part. Les Vanuatais disent connaître la fragilité de la vie car ils sont constamment menacés par des cyclones et des tremblements de terre dévastateurs. Humbles, ils s'en remettent au moment présent, à la confiance et s'efforcent de garder leur calme au quotidien et en toute situation. Peu de télévision et d'Internet dans ce pays. Ça laisse tout le temps pour pratiquer la musique de l'eau. En frappant l'eau dans leurs mains, les femmes créent une musique tout à fait originale. Fermez les yeux. On vous propose un petit voyage sonore à Vanuatu. Partout en France, cette journée a été célébrée. Mais c'est à Paris que le Freegan Pony a exceptionnellement ouvert ses portes ce week-end. Un restaurant à l'histoire incroyable. Mathilde Gola, journaliste au Figaro Demain, vous avez poussé les portes de cet établissement éphémère qui ne cesse de renaître. Oui, effectivement, Emmanuel, je me suis rendue au Freegan Pony. Alors, ce restaurant est effectivement particulier parce qu'il ne cuisine qu'avec les invendus de Rungis et défend ainsi le principe du friganisme. Alors, Rungis, on le sait, c'est un des plus grands marchés alimentaires du monde. En revanche, le friganisme, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, Emmanuel, c'est très simple. Le friganisme consiste à ne se nourrir exclusivement que de produits qui auraient dû terminer à la poubelle. Et il y en a énormément. On considère que chaque année, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés, ce qui représente à peu près un aliment sur 3 produits sur notre planète. Et en France, les chiffres sont aussi importants puisque c'est environ 7 millions de tonnes qui sont jetées chaque année à la poubelle. Alors Mathilde, le Freegan Pony est donc un lieu éphémère. Oui, effectivement Emmanuel, parce qu'en fait, ce qui est assez original, c'est que ce restaurant s'était installé dans une sorte de squat, en fait, un lieu qui était plus du tout utilisé, un lieu qui appartenait à la mairie de Paris, donc des entrepôts qui sont situés sous le périphérique, dans le 19e arrondissement, près de la Villette. Donc, ce qui dit éphémère dit aussi une part d'illégalité. Donc leur survie était quelque peu menacée. Mais comme ils ont eu beaucoup de succès, ils ont nourri beaucoup de monde. En fait, en moins d'un an, ils ont réussi à réaliser 15 000 repas, ce qui est considérable. Donc la mairie de Paris s'est un peu penchée sur leur cas et ils ont décidé en juillet dernier de leur accorder une convention d'occupation temporaire de 2 ans. Mais cette convention était conditionnée. Ils doivent non seulement payer un loyer de 25 000 € par an, en revanche, ils devaient faire des travaux de mise aux normes très conséquents. France Inter. Une petite commune touristique située en plein cœur de l'Ardèche. Annonay, 17 000 habitants, entre Lyon et Valence. Nous sommes en pleine semaine, un mercredi après-midi. Dans les rues, peu de monde. Difficile aussi de trouver un commerce ouvert. En 15 ans, le taux de boutiques inoccupées est passé de 7 à 21%. Dans chaque rue, des locaux à vendre, des panneaux à louer et des rideaux baissés. C'était beaucoup plus commerçant, plus agréable quand même. Maintenant, ça devient triste. Et autrefois, il y avait beaucoup de magasins, mais maintenant, il y en a pas. Pour prendre des fois 2-3 bricoles, on est obligé de prendre la voiture, alors qu'avant, on avait tout à côté, quoi. Symbole de cette désertification commerciale, la rue Boissy d'Anglas. Cette commerçante y tient une mercerie depuis près de 10 ans et c'est un peu la dernière survivante de cette rue. Ici, il y a plusieurs années, il y avait une papeterie. Après, ça a été un pompe funèbre. Il est parti. Là, en face, il y avait une mercerie. Après, il y a eu un magasin de vêtements. Là, c'était une ancienne droguerie, mais qu'ils ont fermé en appartement. Tout est déserté ? Tout le monde, oui. Tout le monde est parti. C'était une fermeture. Ouais, voilà. Pour elle, voilà une fermeture toute neuve. Le départ de ses anciens voisins s'explique simplement. Les habitants ont changé leurs habitudes de consommation. Ils vont voir ailleurs parce qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas sur Annonay. Mais c'est un cercle vicieux. Moins il y a de magasins sur Annonay, moins ils trouveront. Et plus ils iront voir ailleurs. Acheter ailleurs, c'est se rendre dans un des supermarchés de la ville. Et les habitants ont l'embarras du choix. Il y en a 4 juste à côté du centre.
sans compter cette zone commerciale. À peine 10 minutes de voiture pour s'y rendre. Magasins de vêtements, de bricolage, grande surface. Ici, les enseignes s'enchaînent et attirent les clients. Ici, on trouve un peu tout, mais centre-ville, vous voyez, on est allé dans un magasin, il était fermé. On ne sait pas pourquoi, pourtant il était noté ouvert. Campagne de communication, réhabilitation de locaux, la municipalité tente de trouver des solutions, mais les résultats sont encore timides. France 2. Bonjour, ça je peux prendre? Oui, alors vous avez le droit à 5 objets. Dans cette petite boutique, inutile de chercher le prix sur l'étiquette puisque tout est gratuit. Catherine, bénévole qui gère la boutique, a beau répéter le concept, partir sans payer, ça laisse forcément un peu perplexe. Quand on leur explique justement que tout est gratuit, c'est là, hein, bizarre, en Suisse, oui, ça arrive, vous inquiétez pas, quoi, voilà, c'est cool. Livres, vêtements, vaisselle, parfums, DVD, jouets, des objets déposés par les uns, récupérés par les autres. L'idée, lancée par le centre socio-culturel du quartier, a séduit Catherine. Elle habite le quartier et consacre plusieurs de ses soirées à la gestion de la boutique. Je trouve qu'on va trop loin dans la surconsommation qui fait que de polluer encore et on n'est pas plus heureux en ayant toutes ces affaires-là, quoi. C'est pas ouvert qu'aux gens pauvres, c'est les gens vraiment qui ont cette philosophie de décroissance, quoi. On peut en acheter combien? 5, alors tu peux pas acheter, bonhomme. Ah. C'est gratuit. Oh cool, bah moi il m'en reste encore 4 à acheter. Cool, on dit quoi? Merci. À seulement 9 ans, Alia et Dylan ont déjà bien compris le concept de la boutique gratuite. J'ai pris une lotion pour mon père après rasage et des savons. C'est bien vu que c'est gratuit et on peut s'y servir. Par exemple, ça fait pas du gaspillage, on n'a pas besoin de jeter ces choses. Et il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas, peut-être qui pourraient les acheter, enfin qui pourraient vous prendre. J'ai déjà donné des rollers. Si on jette, bah c'est comme si on jetait un peu d'argent. Donner, troquer, récupérer ou encore réparer au lieu de jeter. C'est ce que propose par exemple l'atelier La Bonne Combine à Lausanne. Sur la carte qu'on doit retirer pour pouvoir retrouver la même carte et savoir à quel prix il est. Pour Christophe, l'un des responsables de l'atelier, il s'agit surtout de lutter contre la société du tout à jeter. Il y a quand même pas mal de gens qui veulent faire réparer leurs appareils et puis eux, ils arrivent au service après-vente de la marque puis on leur dit non, c'est pas possible, ça vaut pas la peine. Alors que oui, c'est possible. On a toujours trouvé que ne pas réparer des appareils, ça gaspillait des matières, des ressources, et puis que tant qu'on pouvait les réparer, il faut faire durer les appareils. RFI. Chers auditeurs, voici venue l'heure de votre chronique Apprendre avec Élodie Morin. Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Pierre. Alors, de quoi allez-vous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais donner quelques conseils à tous ceux qui voudraient apprendre une langue étrangère, mais qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'engager à suivre un cours collectif à des horaires fixes sur une année ou un trimestre, soit parce qu'ils ne sont pas assez disponibles, soit parce qu'ils n'aiment pas les cours classiques. C'est le cas de beaucoup de gens, j'en suis sûr. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, les cours en ligne à la demande. Comment ça, à la demande ? Eh bien, certaines plateformes de e-learning, comme courssurmesure.fr, proposent des cours selon vos disponibilités. On vous assigne un professeur et chaque lundi matin, vous décidez avec lui des horaires de cours pour la semaine à venir. Et après, le cours se fait par vidéoconférence, avec Skype par exemple. C'est bien pratique ça, pour les gens qui ont des horaires irréguliers. Effectivement. Alors ce type de formule, c'est pour suivre un vrai cours particulier. Si ce que vous voulez, c'est entretenir votre niveau d'anglais, d'allemand ou d'espagnol, sachez que les activités de loisirs en langue étrangère sont de plus en plus prisées. Vous faites du yoga ? Mettez-vous au yoga en anglais. Et pourquoi pas un cours de cuisine en italien ou encore un cours de dessin en japonais ? Sur le site internet de la mairie de Paris, par exemple, vous trouverez une grande variété d'activités ponctuelles ou régulières dispensées en langue étrangère et à un prix très modique. C'est une manière plus rigolote d'entretenir ou d'améliorer son niveau de langue. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas parisien ? Eh bien, allez vous renseigner dans votre mairie. Comme je vous disais, c'est très à la mode. Par contre, ces activités sont plutôt pour des gens qui ont un niveau intermédiaire ou avancé. Pour les débutants, je recommanderais plutôt les cours sur mesure.
Bon, et puis pour terminer, si vous cherchez à faire des progrès en langue d'une manière encore plus détendue, vous pouvez faire un échange. Certains réseaux sociaux proposent un mur de petites annonces pour pratiquer une activité dans une langue étrangère. Vous pouvez entrer en contact avec des personnes qui veulent améliorer leur niveau de français et vous pouvez converser en ligne. Ou encore mieux, vous retrouver dans la vraie vie autour d'une passion commune. Une partie d'échecs ou de golf en mandarin ? Tout est possible. Bon, eh bien, merci Élodie pour toutes ces bonnes idées pour encourager le plurilinguisme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Pierre. Bonjour, bienvenue dans cette danse des mots qui aujourd'hui a fait le voyage de Nantes. Nantes, dans l'ouest de la France, aux confins de la Bretagne et de l'ancienne Vendée. Nantes qui accueille les sessions du BELC pendant tout le mois de juillet. Et le BELC est un organisme qui s'occupe de former des professeurs de français langue étrangère. Bonjour Anna et Victor, vous êtes tous les deux professeurs de français, vous êtes tous les deux espagnols et vous voilà à Nantes donc pour cette session du BELC. Comment est-ce que vous êtes arrivés là, Anna ? Oui, eh bien, moi c'est ma 3e année. J'aime beaucoup justement les modules qu'on propose ici au BELC. Et surtout, pour nous, c'est très important d'échanger des expériences avec des professeurs qui viennent de beaucoup de pays, de 52 pays, parce que ça nous enrichit énormément. Alors, qu'est-ce que vous échangez ? Des ficelles du métier, des expériences, des façons de faire Ben, c'est un peu tout, oui, des ficelles, des expériences. On travaille en groupe, en petite équipe, et on se rend compte que bon, ben, c'est vrai qu'on travaille plus ou moins pareil, mais il y a quand même des petites différences. Et vous, Victor, vous êtes aussi familier de ces sessions de formation du BELC ? Oui, c'est ma 2e année ici. Je suis arrivé l'année dernière et j'ai partagé des semaines, comme Anna elle vient de dire, avec des profs de n'importe où, avec un point commun, c'est l'amour qu'on a pour le français et l'apprentissage qu'on fait du français. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à Nantes pour cette session de formation du BELC ? Moi, par exemple, j'ai choisi un module qui s'appelle « S'initier à l'enseignement du français de spécialité, le français du tourisme ». Je trouve que c'est très important puisque bon, bah, nous sommes le pays voisin et c'est vrai que les Espagnols voyagent beaucoup en France. Donc, avec les élèves, on fait des simulations, c'est-à-dire on leur demande de réserver une chambre d'hôtel, de préparer un voyage, un forfait. Et donc, c'est très intéressant de savoir comment s'y prendre et surtout connaître tout le vocabulaire qu'on peut utiliser justement pour faire ces exercices. RFI. Manu. Je viens de la banlieue parisienne. Je suis né en banlieue parisienne à Châtenay-Malabry, pas très loin de Paris. Et j'ai grandi entre Paris et la banlieue. 2. Gizmo. Alors, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement, et j'ai vécu en banlieue parisienne, à Cachan, dans le Val-de-Marne, voilà, jusqu'à la fuite vers la campagne, quand j'avais 25 ans à peu près. Donc voilà, j'ai fait toute ma jeunesse en banlieue. 3. Mali. D'où est-ce que je viens ? Alors, pour ma part, je suis né à Paris, en banlieue sud. Je suis né à Antony. Voilà, pour tous ceux qui connaissent Antony, à côté de Fresnes, à quelques pas de la MJC de Fresnes, là où justement a commencé Trio. J'ai vécu à Nantes et puis finalement l'appel de la capitale est revenu. Donc voilà, aujourd'hui je suis à Paris. Donc je crois que je suis finalement un véritable citadin. Je viens de la ville et plus précisément de la banlieue. Pas d'une banlieue difficile, vraiment d'une banlieue paisible. Antony à la limite de Fresnes. 4. Danielito. Alors, où je suis né ? Moi, je suis né très loin d'ici. Je suis né... Où est-ce que je suis né ? Physiquement, on va dire, je suis né au Chili. De ma première naissance, on va dire, en 73, voilà. Il y a bien longtemps, au Chili, à Santiago du Chili. Et on va dire que j'ai eu peut-être une deuxième naissance quand je suis arrivé en France en 1982. Voilà. Où j'ai recommencé ma vie à zéro. Valen mit des années à comprendre ce que cherchait exactement Barthelbooth. La première fois qu'il vint le voir, en janvier 1925, Barthelbooth lui dit seulement qu'il voulait apprendre à fond l'art de l'aquarelle et qu'il souhaitait prendre une leçon quotidienne pendant 10 ans.
La fréquence et la durée de ces cours particuliers firent sursauter Valène, qui se trouvait parfaitement heureux quand il avait décroché 18 leçons en un trimestre. Mais Barthelbouth semblait décidé à consacrer à cet apprentissage tout le temps qu'il faudrait et n'avait apparemment pas de souci d'argent. Barthelbouth non seulement ne connaissait rien à cet art fragile qu'est l'aquarelle, mais n'avait jamais tenu un pinceau et à peine davantage un crayon. La première année, Valène commença donc par lui apprendre à dessiner et lui fit exécuter des exercices de perspective. Au bout de 2 ans, Barthelbouth parvint à maîtriser ces techniques préliminaires. Le reste, affirma Valène, était simplement affaire de matériel et d'expérience. Ils commencèrent à travailler en extérieur, au parc Monceau, sur les bords de Seine, au bois de Boulogne d'abord, puis bientôt dans la région parisienne. En dehors de cette pédagogie laconique, Barthelbouth et Valène ne se parlaient presque pas. Pourtant, à plusieurs reprises sur le chemin du retour, il lui demanda pourquoi il s'obstinait tellement à vouloir apprendre l'aquarelle. « Pourquoi pas ?» répondait généralement Barthelbouth. « Parce que, répliqua un jour Valène, à votre place, la plupart de mes élèves se seraient découragés depuis longtemps. »« Je suis donc tellement mauvais ?» demanda Barthelbouth. En 10 ans, on arrive à tout et vous y arriverez. Mais pourquoi voulez-vous posséder à fond un art qui, spontanément, vous est complètement indifférent? Ce ne sont pas les aquarelles qui m'intéressent. C'est ce que je veux en faire. Et que voulez-vous en faire? Mais des puzzles, bien sûr, répondit sans la moindre hésitation Barthelbouth. Georges Perec, La vie mode d'emploi. Fayard. Allez Nico, viens avec nous faire du sport dans notre équipe de la fac. Oh non, l'effort c'est pas mon truc. En fait, je n'arrive pas à tenir l'effort. Tiens, par exemple, même le vélo. Je ne peux pas vous suivre dans votre balade du vendredi après-midi. Vous faites 30 km. Ah mais attends, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a plusieurs groupes. C'est vrai qu'un groupe fait 30 km, mais il y a 2 autres groupes qui font des tours beaucoup plus courts. Au début, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire 30 km. Mais tu peux commencer par le groupe des 10 km. Et les progrès sont très rapides si tu le fais régulièrement. Mais je suis nul en sport. Bon, tu commenceras avec 5 km et tu verras. Tu seras fier de toi quand tu auras fini. 5 km? Oui, et progressivement, tu augmenteras la distance. Et dans 2 mois, tu auras réussi à parcourir entre 15 et 20 km, j'en suis sûre. Oui, mais tous les autres du groupe vont se moquer de moi. Tu sais bien que le but n'est pas de chercher la performance. C'est une manière d'être ensemble en dehors du contexte de l'université. Donc d'apprendre à se connaître différemment, voir que tout le monde vit des difficultés aussi, et que le reste du groupe peut aider. Tout le monde s'encourage, tu sais. Vraiment, essaie. Au moins une fois. Sincèrement, quand tu l'auras fait 1 fois ou 2 avec le groupe, tu changeras d'avis. Et surtout, quand tu auras senti les bienfaits du sport, tu ne pourras plus arrêter. Tu commenceras peut-être comme nous à faire tous tes trajets en ville à vélo. Bon, tu commences à me convaincre. Mais j'ai une condition. On pourrait d'abord faire un petit entraînement ou 2 ensemble. Comme ça, pour la prochaine rencontre, j'aurais pris un peu confiance en moi. Ça marche. Et puis, pour les matchs de sport en équipe qu'on organise un week-end sur 2, viens déjà nous voir jouer. On fait du basket, du volley et du foot en salle. Je crois que quand tu auras assisté à un de nos matchs, tu voudras participer. En fait, ce n'est pas seulement pour le sport, mais c'est une excellente occasion de laisser le stress des études et des examens derrière, et de rencontrer les étudiants des autres facultés de l'université qu'on ne voit jamais. C'est vraiment sympa, on s'amuse beaucoup. Bonjour madame, vous êtes du quartier ? Oui, je vis dans ce quartier de Lausanne depuis 10 ans. Que pensez-vous de ces boîtes d'échange ? C'est vraiment super. Quelle bonne initiative. J'espère qu'ils vont en mettre plus dans le quartier. En prenant un livre dans la boîte hier, j'ai rencontré Sophie, une petite fille qui habite dans mon immeuble. Nous avons regardé les objets qu'il y avait, puis nous sommes rentrés ensemble en discutant. Elle a pris un DVD
et elle voudrait bien déposer un jouet en plastique demain. Oh oui, c'est extra. Quelle belle façon d'être solidaire. Je viens juste de prendre une belle tasse. Vous voyez comme c'est pratique? Et vous, monsieur? Ça ne va pas du tout. Moi, je n'aime pas. C'est trop anonyme et quel horrible design ces boîtes. J'ai envie d'écrire au maire pour me plaindre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. Je souhaite qu'on mette des boîtes partout, dans les cafés, les bibliothèques, les écoles, dans tous les lieux publics. Allô, bonjour. Je vous appelle au sujet de l'annonce. Je suis très intéressé par votre deltaplane. Ah oui, la location. Vous allez adorer. Vous souhaiteriez la voir à quelle date? Ce serait pour le 18 août, l'après-midi. Je voudrais le louer pendant 5 heures, à partir de 14 heures. Ce serait possible? Attendez, je regarde mon agenda. Oui, c'est bon. Et vous me feriez un petit prix? Oh, bon, d'accord. Je vous le fais à 20 € l'heure. Ok, marché conclu. On pourrait se rappeler dans quelques jours pour fixer le lieu du rendez-vous, en fonction de la météo? Oui, c'est d'accord. Et vous pourriez me dire comment l'utiliser? Mais vous n'avez jamais utilisé un deltaplane? Si, mais tous les modèles sont différents. Ah, aucun problème. Je vous ferai une démonstration. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux auditeurs. Nous avons Judith en ligne. Alors, Judith, pouvez-vous nous raconter un beau souvenir d'enfance? Témoignage 1. Je me souviens quand j'étais petite, chaque hiver, j'allais chez mes cousins au Québec. J'adorais retrouver ma cousine Florence. Nous faisions du ski tous les jours ensemble. Ce sont des souvenirs inoubliables. C'était fantastique. Merci Judith. Passons à notre auditeur suivant. C'est un très jeune homme qui s'appelle Hippolyte. Hippolyte, tu es encore très jeune, mais peux-tu nous raconter un joli souvenir? Témoignage 2. Alors voilà, tous les étés, j'allais avec mon copain Augustin et ma sœur Marguerite à la plage en Normandie. Nous vendions des coquillages et des colliers. C'était vraiment de super moments. On s'amusait bien et je me souviens qu'on avait chacun un peu notre rôle. Moi, j'étais le directeur des opérations et Marguerite fabricante et vendeuse. Augustin amenait les clients. Merci Hippolyte. Et maintenant, Eric, je crois. Vous êtes là, Eric? Témoignage 3. Oui, bonjour à tous. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Mes souvenirs d'enfance sont liés à l'Angleterre. J'y allais systématiquement en vacances dans un camp d'équitation jusqu'à l'âge de 20 ans. C'était à 1 heure de Londres, en pleine campagne. Imaginez une très grande maison qui accueillait des jeunes du monde entier pour une passion commune qui était le cheval. J'ai des souvenirs d'amitié incroyables. J'avais des amis de toutes nationalités. Il y avait des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, et d'autres venaient d'un peu plus loin, du Japon, d'Amérique du Sud. Et j'ai de très bons amis indiens que je vois toujours aujourd'hui, 25 ans après, qui étaient témoins à mon mariage, qui ont des enfants et qu'on voit très régulièrement. Voilà, c'était des moments inoubliables. Hôtel de la Paix, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Je voudrais réserver une chambre. Oui, pour combien de personnes? Pour 2 personnes. C'est pour quelle date? Du 16 au 24 juin. D'accord. Une chambre pour 2 personnes du 16 au 24 juin pour 5 nuits. Nous avons une chambre avec une salle de bain pour 76 € la nuit. Est-ce qu'il y a un balcon? Non. Si vous voulez une chambre avec un balcon et vue sur la mer, il y a un supplément de 22 € par nuit. C'est d'accord. Vous préférez un lit double ou des lits jumeaux? Un lit double. Est-ce qu'il y a la climatisation dans la chambre? Oui, madame. Vous trouverez aussi un coffre-fort, un sèche-cheveux, une télévision et le téléphone. Vous avez un parking? Oui, nous avons un parking fermé gratuit accessible 24 heures sur 24. Bien. Est-ce que le petit déjeuner est inclus?
Non, il n'est pas inclus. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Il est à 10 €. On verra. Je vais faire une réservation pour la chambre. J'ai besoin de votre nom et de votre numéro de carte bancaire. C'est au nom de Patricia Martin. Attendez, je cherche ma carte. Voilà, c'est le numéro 34 36 92 32 78 91 60 84. C'est noté. Merci, monsieur. Je vous en prie. Il est 7h32 et c'est l'heure de notre rubrique Le sondage du web. Bonjour Jasmine Saavedra. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Jean-Jacques. Ce matin, je vais vous parler du dernier sondage de l'Institut Harris Interactive, Quali-TV, qui mesure la satisfaction des téléspectateurs sur les émissions télé diffusées en première partie de soirée. On a demandé à des téléspectateurs de regarder des programmes de plusieurs chaînes et de noter ces programmes de 1 à 10. Les résultats portent donc sur la qualité des émissions et montrent les émissions les plus appréciées des Français. Alors, voyons ces résultats. Les sites de ozap.com et de Télé Loisirs annoncent le grand succès de France 5 qui obtient les meilleures notes. C'est un peu étonnant car France 5 est une chaîne de savoir et n'est pas aussi regardée que TF1 ou M6 et W9. On apprend aussi que dans la catégorie magazine d'information, ce sont les émissions Aventures de médecine et Secrets d'histoire qui arrivent en premier. 2 émissions qui parlent de thématiques de culture générale et pas vraiment de sujets chocs ou à scandale. Côté divertissement, encore une surprise. La première place revient à l'émission de France 3, Musique en fête, sur le festival d'opéra à Orange. On est loin de The Voice. Voilà donc une étude surprenante sur les goûts télévisés des Français. Effectivement, c'est assez surprenant. Merci Jasmine, et à demain matin. C'est l'heure de notre chronique innovation avec Ève Perron qui est allé visiter pour nous le salon du concours Lépine International à Paris. Alors, ce concours est pour tous les inventeurs, innovateurs et autres ingénieurs qui ont créé une nouvelle machine pour nous faciliter la vie. Oui, Marc. Alors, le concours Lépine existe depuis 1901. Des objets ou des outils de tous les jours, comme le mouchoir en papier, l'aspirateur ou le stylo à billes, par exemple, ont gagné le prix du président de la République au concours Lépine. Cette année, j'ai sélectionné pour nos auditeurs 3 inventions qui vont peut-être gagner le concours. D'abord, un premier objet qui sert à sauver des vies. Avec ce casque, les pompiers peuvent voir à travers la fumée. Les pompiers auront une meilleure vision dans des situations de danger. Ensuite, dans un genre plus récréatif et très pratique pour les petits espaces, il y a cette table de salon très originale. Elle bascule et se transforme en table de baby-foot. Après un bon repas, quoi de mieux qu'un petit match entre amis? Bon, et pour terminer, un petit appareil qui a beaucoup de succès au salon, le réveil olfactif, très utile pour se réveiller en douceur. Et oui, Marc, ce réveil matin ne sonne pas, il envoie une odeur. Il fonctionne avec des recharges parfumées, croissant, café, menthe. Ça vous intéresse? Oui, c'est pas mal. C'est moins violent que le bip-bip. Mais je préfère quand même la table de baby-foot. Eh bien, samedi, le président du concours Lépine remettra le prix du président de la République à la meilleure invention de l'année. Merci Ève, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique innovation. C'est l'heure maintenant de notre zoom sur les actualités locales. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne Légumes moches dans une chaîne de supermarchés très présente dans notre région. Sur les affiches de la campagne publicitaire, il n'y a que des fruits et légumes moches. On voit un citron, une aubergine, une pomme de terre ou encore une orange qui ont une forme peu habituelle. Ils sont déformés, un peu bizarres. Notre reporter de choc Magali Cordier est donc allé dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur cette campagne anti-gaspillage.
Bonjour Marine. Vous êtes caissière dans ce supermarché. Que pensez-vous de cette opération fruits et légumes moches? Oui, c'est bien. C'est moins cher et c'est un gros avantage. C'est juste l'aspect qui change. Et puis, si les produits sont frais, c'est le même résultat quand ils sont cuits. Enfin, en tout cas, les clients en achètent et sont contents de payer moins cher. Oui, cette opération a du succès. Merci Marine. Je me dirige maintenant vers le rayon des fruits et légumes et je vais demander à des clients ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, monsieur, que pensez-vous de ces fruits et légumes? En fait, on est habitué à des produits qui ont toujours la même apparence. Là, c'est sûr que c'est moins beau. Regardez cette botte de carottes. Les carottes sont complètement déformées. Et là, les pommes ont des taches. On a envie d'en prendre d'autres, même si les moches sont sûrement aussi sucrés. Mais il faut changer de mentalité. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et vous, madame, est-ce que ces fruits et légumes vous plaisent? Moi, je les trouve très poétiques, ces légumes moches. Regardez ces citrons, ou même ces poires. Chacune a sa propre forme. C'est presque de l'art. Ça devient rigolo de faire ses courses. Merci Magali pour ce reportage. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Vive les fruits et les légumes moches. À demain sur notre antenne. Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal de la francophonie. Ce soir, nous allons parler d'Internet. Le chat, le smiley, le buzz. Faut-il parler anglais pour survivre devant l'écran de son ordinateur? Pourtant, il y a bien des traductions françaises pour toutes ces nouvelles fonctions du monde numérique. J'ai donc le plaisir de recevoir Jérôme Belin, professeur de français et spécialiste de la francisation du langage informatique. Il va pouvoir nous en dire plus sur le vocabulaire français du net. Bonjour, monsieur Belin. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, dites-nous tout. Comment parler français sur Internet ? Eh bien, la France et le Québec ont créé des organismes qui inventent et recommandent des mots nouveaux dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, ce n'est pas avec une série de recommandations qu'on va changer nos habitudes, mais parfois ça marche. Par exemple, on utilise beaucoup le mot courriel au lieu de mail. Donnez-nous d'autres exemples de recommandations de ces organismes. Tout d'abord, vous ne surfez pas sur le web, mais vous naviguez sur la toile. Ensuite, pour smiley, on peut dire frimousse. C'est plus joli, je trouve. Pas vous? C'est plus clair, en tout cas. Alors, au lieu de faire le buzz, on peut dire faire du bruit ou du ramdam. Le blog devient un bloc-notes et la newsletter une infolettre. Et puis, il y a des différences entre le français de France et celui du Québec, comme vous le savez. Et dans le domaine informatique aussi. Par exemple, en France, on a choisi de dire mot dièse au lieu de hashtag. Mais au Québec, on dit plutôt mot-clic. Pour remplacer le mot chat, les Québécois ont créé le mot clavardage, à partir des mots clavier et bavardage. Mais en France, on a choisi dialogue en ligne. Merci pour ces précisions. Chers auditeurs, pour en savoir plus, allez sur les sites de l'Organisme québécois de la langue française et du gouvernement français. Vous trouverez les links, ou plutôt les liens vers ces sites, à la page de notre émission.